Bonjour et bienvenue à tous dans le coin de l'art. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième des 3 vidéos sur le compositeur franco-tchèque Antoine Reicha. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous recommande vivement de la voir. Elle traite de la vie d'Antoine Reicha. Je vous mets le lien là-dessus, ça vous permet un peu de savoir comment il a vécu, quel a été son succès, etc. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'œuvre d'Antoine Reicha, donc de façon générale, puis on s'arrêtera sur quelques-unes de ses principales œuvres. On commence par un point très général. Alors, tout d'abord, on peut remarquer que Reicha a été un compositeur extrêmement prolifique avec plus de 300 œuvres. C'est assez énorme. Parmi ces 300 œuvres, on note 107 numéros d'opus et des œuvres dans tous les styles. Donc en général, on constate qu'il a surtout composé de la musique instrumentale, avec majoritairement la musique de chambre, et d'ailleurs on va le voir, c'est pour ça qu'il est resté célèbre, aussi 12 symphonies, 6 concertos, donc vous avez un pour piano, un pour violon, 4 pour violoncelle, une dizaine d'œuvres concertantes variées, une dizaine d'ouvertures, 10 sonates pour piano et plusieurs dizaines d'œuvres pour piano. Ça c'était pour la musique instrumentale. Pour la musique vocale, il y a aussi de la quantité avec 14 opéras, un requiem, 3 cantates et une quarantaine d'œuvres diverses. Alors il faut noter que la plupart de ces œuvres n'ont jamais été publiées. Alors ce n'est pas qu'il n'a pas eu de succès, c'est que bon, sur 300 et quelques œuvres, évidemment que c'est difficile de tout publier, mais alors, beaucoup d'œuvres ont été publiées, mais ce n'est pas forcément une majorité de ces œuvres. Déjà, on peut relever un point très particulier chez Reicha par rapport à ses contemporains, c'est qu'il a composé beaucoup de fugues. On dénombre 60 fugues, alors que chez Mozart, il n'y en a qu'une, chez Beethoven, 4, et que ce soit chez Hummel, Weber ou Clementi, pareil, on compte quelques fugues. Donc c'était vraiment une des spécialités, on va le voir, de Reicha. Autre originalité chez Reicha, c'est qu'il aimait faire précéder ses partitions d'un texte explicatif, des fois assez long. Le but, c'était de présenter les originalités, les nouveautés, et de justifier cette évolution donc du genre qu'il présentait ou d'une forme qu'il avait décidé de composer. Que peut-on dire de manière assez générale sur l'œuvre de Reicha? Souvent, vous pourrez voir dans les ouvrages ou dans des documentaires ou autres qu'on parle de pré-romantisme. Alors déjà, c'est trop restrictif, et puis on pourrait presque dire que dans le cas de Reicha, c'est faux. Qu'est-ce qu'on appelle le pré-romantisme? Ce sont des compositeurs qu'on a du mal à classer. Ils sont déjà assez éloignés du classicisme viennois, de Mozart, de Haydn, mais on n'est pas encore vraiment dans le pur romantisme. Et comme on ne sait pas trop les classer, on parle de pré-romantisme. Alors dans le cas de Reicha, c'est d'autant plus, on pourrait dire faux, que s'il est vrai qu'on trouve quand même beaucoup plus d'expressivité que chez les Haydn ou chez les Mozart, il y a une caractéristique qui le rend inclassable, c'est le culte qu'il voue au contrepoint. Et d'ailleurs, il a fait beaucoup de recherches et très approfondies sur la fugue, parce qu'il voulait en faire une forme moderne, donc la remettre au goût du jour, mais en la rendant plus moderne, en permettant, par rapport à ce qui se faisait avant, de moduler dans toutes les tonalités. Donc c'est par exemple le cas dans la fugue numéro 9 des 12 fugues de 1800, qui se nomme d'ailleurs cercle harmonique. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il va moduler la fugue, il va faire des entrées de fugue dans tous les tons, un cercle, dans tous les tons, enfin dans les 12 tons majeurs en fait, pour être exact, dans les 12 tons majeurs, pour revenir au ton d'origine, donc ça forme un cercle harmonique. Mais c'est vrai aussi que dans certains aspects, il a été assez traditionnel. Par exemple, pour les formes mélodiques et harmoniques, la structure générale, donc pas sur les détails, la modulation, le développement harmonique, sur la forme générale, souvent il se rapproche, il s'inspire de Haydn qui reste son modèle principal. C'est vrai qu'il a pu être très original, très avant-gardiste, on va le voir, mais pas toujours. Il y a beaucoup d'œuvres qui ne sont pas particulièrement originales ou pas extrêmement originales, et des fois, alors il y a toujours une petite originalité tout de même, ça peut être par exemple dans l'instrumentation, on le verra, avec les cantates avant, ça peut être aussi dans les rythmes, parce qu'il a utilisé par exemple le rythme à 5 temps à une époque où ça ne se faisait pas du tout, ou du moins de façon extrêmement rare. Donc on va dire que ces théories les plus modernes ne se retrouvent pas toujours dans ses œuvres. Et si vous recherchez particulièrement son originalité, il va falloir se tourner dans son œuvre pour piano. Donc en bilan de son style, on peut dire qu'il était vraiment un mélange assez original, du classicisme viennois, Mozart, Haydn par exemple,
avec des idées extrêmement avant-gardistes, certaines qu'on ne retrouvera qu'un siècle plus tard. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la qualité générale de Reicha? Autant vous le dire tout de suite, je l'ai dit dans la première vidéo, c'est un excellent compositeur. Alors d'abord, sa musique de chambre, c'est la majorité de son œuvre, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été principalement connu de son vivant, et pour ça qu'il est resté dans la postérité, on va dire, depuis, après sa mort, et au XXe siècle, même si c'est vrai qu'il a été de moins en moins joué, quelques-unes de ses œuvres de chambre sont restées quand même au répertoire. Et d'ailleurs, au moment de sa mort, beaucoup estimaient que certaines de ses œuvres, notamment les quintettes avant, étaient dignes des plus grands maîtres comme Bach, Beethoven ou Mozart. Alors ses opéras, il en a composé 14, ce qui est quand même pas mal. Donc c'était un vrai compositeur d'opéra, mais ils n'ont jamais eu de succès. Alors de manière générale, qu'est-ce qui pêche dans ces opéras? D'abord, c'est des mauvais livrets. Mais ça, c'est sa faute. Hein. Un bon compositeur d'opéra doit trouver les livrets qui ont le plus de potentiel pour être mis en musique, ou en tout cas des histoires qui, une fois mis en livret, auront ce potentiel. Hein, parce que je vous rappelle que vous pouvez très bien prendre un livret déjà tout fait, ou vous pouvez demander à un librettiste de vous faire un livret à partir d'une histoire, d'un roman. Autre point faible chez Reicha, et là encore plus gênant, c'est la faiblesse de ses airs. Et en général, ce que retient le public, c'est les airs d'un opéra. Ce qui est après transcrit pour piano et joué dans beaucoup de récitals, ce sont les airs. Et donc avoir cette faiblesse-là, évidemment, ça ne pouvait pas lui permettre de réussir. Donc il était plus à l'aise dans la musique instrumentale, et d'ailleurs, il va avoir un rôle essentiel dans le développement de la musique instrumentale en France. Parce que au XIXe siècle, au début notamment du XIXe siècle et au XVIIIe siècle aussi, c'est la musique vocale qui un peu phagocyte tout l'intérêt musical, tout le public, les spécialistes, etc. Et la musique instrumentale est vue comme un sous-genre. Et Reicha, par ses travaux, par ses écrits, par ses compositions aussi, va grandement participer à cet intérêt nouveau pour la musique instrumentale, notamment au conservatoire où il était professeur, on l'a vu dans la première vidéo, parce qu'il faut toujours se rappeler que Conservatoire de Paris, le but premier était de préparer les étudiants au Grand Prix de Rome. Grand Prix de Rome qui était en fait une compétition française qui était organisée par l'Académie, qui s'appelait Grand Prix de Rome parce que si vous gagnez, vous allez faire un séjour à Rome pour, pareil, encore progresser, vous entraîner, etc. Et donc, il y a plusieurs épreuves à ce Grand Prix de Rome, et la dernière épreuve, c'est composer une cantate. Et donc, la formation du conservatoire visait principalement à préparer cette cantate, donc de la musique vocale. Et grâce à Reicha, progressivement au conservatoire, la musique instrumentale va prendre plus d'importance. Concernant sa musique pour piano, je vous en parlais un peu plus tôt. Alors, c'est vrai que c'est là où il y a le plus d'originalité. De manière générale, c'est d'assez bonne qualité. Alors, ça, bien sûr, c'est pas que des chefs-d'œuvre, mais vous avez vraiment des œuvres monumentales, des œuvres aussi excellentes. Et c'est finalement, il a été moins connu après sa mort pour sa musique pour piano, mais aujourd'hui, depuis quelques années, il commence, et notamment grâce, je vous mets cet album, je vous en avais parlé dans la première vidéo, on commence à le redécouvrir pour la qualité et pour l'importance et l'originalité de ses œuvres pour piano. Pour la musique symphonique, alors là, j'ai été très déçu de manière générale. J'ai trouvé ça assez quelconque globalement. Il y a quelques œuvres qui sortent du lot, mais rien d'exceptionnel. Et de toute façon, à chaque fois que j'ai lu des écrits, des commentaires sur Reicha de son temps, on parlait rarement, très rarement, de la qualité de sa musique symphonique. Maintenant qu'on a parlé de façon générale de l'œuvre de Reicha, on va se tourner vers des œuvres un peu plus précises pour que vous sachiez quoi écouter en priorité et puis un peu pouvoir juger plus précisément de son œuvre. Et on commence avec les 3 sonates pour piano opus 46. Donc ce sont des œuvres qu'il a composées jeune, c'était entre 1794 et 1799 à Hambourg, mais elles ne seront publiées qu'à Paris en 1800. Il ne faut pas être étonné, à cette époque-là, il y avait souvent un délai. L'imprimerie musicale n'était pas encore totalement rodée, pas aussi professionnelle que vers le milieu du 19e siècle. Donc même un compositeur plus connu, des fois, mettait quelques années pour être publié. Et souvent, après, par la suite, quand vous voyez par exemple Schumann, Brahms, le délai entre composition et publication est extrêmement court. Cet opus 46 montre clairement l'influence de son modèle principal, le compositeur Haydn. Alors que ce soit par les thèmes, par les traits pianistiques, par aussi les développements inattendus, et aussi par le rejet de toute virtuosité, ce qui était
une des caractéristiques du classicisme viennois, donc des œuvres de Haydn ou de Mozart. C'est une œuvre de petite envergure, qui rappelle donc aussi le classicisme viennois. Il n'y a que 3 mouvements, donc ce qui contraste avec la forme en 4 mouvements qui va être développée par Beethoven et reprise par beaucoup de compositeurs par la suite. Alors de manière générale, c'est pas dans la forme sonate que Reicha va se démarquer. On va le voir, il y a des très bonnes œuvres, très agréables à écouter, mais c'est pas pour ça qu'il va marquer, qu'il sort du lot, contrairement par exemple à un Beethoven. Avec la sonate surnommée Variation sur un thème de Mozart, on passe déjà à un autre cran en termes de virtuosité. Cette œuvre n'est pas datée, mais on estime qu'elle a été composée au début du 19e, donc juste après l'opus 46, et on la surnomme ainsi parce que le premier mouvement est une série de variations sur la marche des prêtres de l'acte 2 de la flûte enchantée de Mozart. Alors là, on peut analyser ça de deux manières. Soit de l'opportunisme, on peut dire c'était la mode des variations sur des airs d'opéra et il a voulu aussi prendre sa part. Ou deuxième possibilité, et qui est certainement la plus probable, c'est son intérêt pour les variations. Il est vrai, on va le voir par la suite, il a composé beaucoup de variations, il était très attaché à cette forme. Donc il y a vu certainement un intérêt et puis une originalité, parce que c'est très rare de voir une sonate commencer par une série de variations. Le menuet, donc deuxième mouvement, rappelle une fois Haydn par l'utilisation du contrepoint renversable. Et le dernier mouvement, que vous trouvez généralement dans les CD, n'est pas en fait le vrai troisième mouvement de cette sonate, puisqu'il a été perdu. Donc, est-ce qu'il a vraiment écrit, est-ce qu'il a achevé cette sonate, parce qu'elle n'a pas de numéro d'opus? Peut-être qu'elle est restée inachevée en 2 mouvements, peut-être que finalement il a abandonné ce projet. En tout cas, en général, les pianistes récupèrent un rondo isolé de Reicha, qui est, en plus dans la bonne tonalité, essentiel de 3e mouvement. Donc c'est une bonne sonate, mais pas exceptionnelle non plus, qui est quand même assez virtuose, avec des traits d'octave, avec des tierces. Encore une sonate virtuose, et encore une sonate du début du 19e siècle, avec la sonate en ut majeur, surnommée grande sonate. Alors le premier mouvement est extrêmement virtuose, arpège d'octave en double croche dès le départ, et ensuite vous avez des accords chargés, des arpèges en mouvement contraire entre les mains, des gammes en tierces, vraiment tout l'armada du virtuose de cette époque. Au-delà de la virtuosité purement pianistique, comme d'habitude, vous avez beaucoup de surprises harmoniques qui viennent surprendre l'auditeur pendant l'écoute. L'adagio de caractère pastoral est aussi d'une très bonne qualité et remplit parfaitement son rôle dans la structure générale de l'œuvre. Enfin, le final noté Capriccio porte extrêmement bien ce nom parce qu'il s'agit d'un véritable caprice, c'est-à-dire que rempli de surprises harmoniques et rythmiques. Donc globalement, une excellente œuvre, tous les mouvements sont de grande qualité et on sent vraiment une unité dans cette œuvre que je vous recommande vivement. On passe maintenant à une des grandes spécialités de Reicha, la fugue. Ce n'est pas son premier corpus de fugues, mais les 36 fugues opus 36 est certainement le plus important. Composé en 1803, l'opus 36 a été publié à Vienne en 1805 et dédié à Haydn. Et sachant l'importance qu'il accorde à Haydn, ça montre l'investissement, l'importance qu'il accordait aussi à cet opus. Dès le titre, on sait où on met les pieds. Il a été publié avec un titre français, je vous rappelle qu'il était bilingue, 36 fugues pour piano composées à l'aide d'un nouveau système. Et d'ailleurs, ce nouveau système, il est présenté dans un texte théorique qui est en préface des partitions, donc c'est ça, je vous en ai parlé, c'est une de ses originalités, où il va expliquer justement le fondement théorique de ces fugues et quelles nouveautés il y apporte. Au moment où cette partition est publiée, on peut vraiment parler d'une querelle des fugues, puisqu'il va y avoir 2 camps. Les opposants, Fétis, Schumann et Beethoven, qui vont vraiment s'insurger sur cette nouvelle façon de composer des fugues. Et d'un autre côté, les alliés de Reicha, Berlioz, Franz Liszt et César Franck, donc qui se trouvent avoir été tous les 3 d'ailleurs ses élèves, comme je vous en ai parlé dans la première vidéo, et qui, bien sûr, étant eux-mêmes des compositeurs qui aimaient innover, qui aimaient aller sur des terrains inattendus, ont apprécié voilà, cette recherche de modernité dans la forme de la fugue. Qu'est-ce que nous dit Reicha? C'est très simple en fait. Il affirme que tout degré de la gamme peut être utilisé pour développer les entrées de fugue, alors qu'avant, on faisait des entrées de fugue que sur des degrés précis.
Autre point très intéressant, c'est sur le sujet de la fugue. En général, on estime qu'un sujet de fugue doit avoir une nature particulière pour se prêter justement à tout le travail de contrepoint qu'il va avoir. Reicha réfute et estime que tout sujet peut se prêter à une fugue. Dans ces 36 fugues opus 36, qui sont vraiment exceptionnelles, à vraiment écouter, si vous devez écouter pour commencer une œuvre de Reicha, c'est celle-là, c'est vraiment l'œuvre emblématique de Reicha. Donc dans ces 36 fugues de grande qualité, on retrouve plusieurs fugues qui avaient été composées précédemment et qui faisaient partie de ces 12 fugues de 1800, mais qui n'ont pas de numéro d'opus. Quelques années plus tard, il a composé 6 fugues opus 81. Et là, de manière assez étonnante, tout l'aspect révolutionnaire va presque disparaître. On retrouve des fugues vraiment dans l'esprit baroque, qui rappellent Bach, qui rappellent Handel. Ici, Reicha a voulu composer des fugues de concert, et elles sont d'ailleurs beaucoup plus pianistiques que musicologiques. Et d'ailleurs, même si elles sont moins originales, je les trouve vraiment de grande qualité, et je trouve que c'est un des meilleurs opus pour piano de Reicha. Il revient au genre fugué en 1817 avec encore une œuvre assez emblématique et assez exceptionnelle, les études dans le genre fugué opus 97. Donc ici, il faut noter qu'il parle de genre fugué et non de fugue. C'est-à-dire qu'il prend plus de liberté, mais pour autant, ce n'est pas aussi révolutionnaire que les 36 fugues opus 36. Au niveau de la forme, ça rappelle le clavier bien tempéré de Bach, puisqu'il s'agit en fait de 34 préludes et fugues, sauf qu'à la place des fugues, il s'agit plutôt d'études fuguées. D'après son sous-titre, l'œuvre est écrite à l'intention des jeunes compositeurs et pianistes. Donc on comprend ici que le but de Reicha est de promouvoir la forme fuguée à une époque où, en dehors des études, elle ne se pratique quasiment plus. Alors si les préludes sont plus accessibles techniquement que les études, on peut remarquer quand même qu'elles sont pleines de surprises et que les formes varient énormément, puisque par exemple le 8e prélude est une chaconne. Quant au prélude numéro 29, alors il rappelle au départ le clavier bien tempéré de Bach, puis ensuite part dans une succession de modulations plus surprenantes les unes que les autres. Maintenant, après les fugues, on va passer sur une autre forme qui plaît beaucoup à Reicha, les variations. Et on commence tout de suite avec une œuvre extraordinaire qu'il avait composée, je vous l'avais dit dans la première vidéo, pour Louis Ferdinand de Prusse. Donc il s'agit d'un cycle de 56 variations pour plus de 1h15 de musique. C'est vraiment extraordinaire, c'est assez éprouvant à écouter, il faut rester très concentré, mais c'est aussi très complexe pour l'interprète, et d'ailleurs on peut être assez étonné quand on voit la partition, quand on voit les difficultés que ça ait pu être composé au début du 19e siècle. Ces 56 variations se basent sur un thème qui est très schumannien, donc même le thème a un côté extrêmement moderne pour le début du 19e siècle, et immédiatement, Reicha va l'exposer à une voix, puis à deux, puis à trois, puis à quatre voix. Pourquoi? C'est qu'il veut immédiatement nous faire comprendre que ces variations vont être polyphoniques et contrapuntiques. Alors c'est vrai que souvent, dans les variations, ce contrepoint très fourni, qui va jusqu'à 4 voix, va souvent camoufler le thème qu'on a du mal à percevoir. Mais pour compenser ça, Reicha n'hésite pas de temps en temps à faire émerger le thème, alors de manière totalement inattendue. D'un coup, on retrouve le thème tel quel. Et cette technique, elle va être reprise presque 20 ans après par Beethoven dans les fameuses 33 variations d'après une valse de Diabelli. On peut quand même noter que chez Reicha, les variations respectent toujours quand même au niveau sonore le thème. C'est-à-dire qu'il est toujours reconnaissable. Son caractère reste perceptible. Alors que chez d'autres compositeurs, et c'est le cas chez Beethoven, les déformations, le travail sur le thème est tellement important que des fois on n'arrive même plus à le reconnaître. Alors évidemment sur la partition, on peut voir le lien avec le thème, qui a une logique, mais c'est vrai que chez Reicha, et ça j'apprécie, c'est que le thème est toujours apparent. Comme souvent chez Reicha, il y a du travail intéressant au niveau du rythme, puisqu'il prend pas mal, une nouvelle fois, de liberté sur les rythmes. Autre variation, beaucoup moins originale, beaucoup moins monumentale, il s'agit des variations sur un thème de Gluck, opus 87, composé 11 ans plus tard. Alors bien sûr, c'est très classique de faire des variations sur un thème d'opéra à succès. Ici, c'est 14 variations d'un pianisme virtuose classique, de ce qui se faisait à l'époque, mais aussi d'une grande finesse de composition. Et d'ailleurs, je vous recommande la Coda, qui est un modèle de développement et de subtilité de modulation de Reicha. 5 ans plus tard, il va aussi composer une œuvre très intéressante, les études de piano, où 57 variations sur un même thème, suivies d'un rondo opus 102. Le titre est assez long. Et ce qui est
à remarquer immédiatement, c'est déjà le nombre de variations est encore plus exceptionnel. Avec 56 variations dans l'art de varier, je pense que c'était le record. Et avec 57, il va encore au-delà. Bien sûr, la qualité ne fait pas la quantité. Mais ici, avec cette œuvre de 40 minutes, puisque il y a plus de variations, mais elles sont plus courtes, on est encore sur une œuvre assez intéressante. Bon, d'après moi, moins intéressante que l'art de varier, mais ça reste intéressant à écouter. Et surtout, c'est la forme. Faire des études sous forme de variation. Ça va être repris d'ailleurs par Schumann 12 ans plus tard, avec ses études en forme de variation sur un thème de Beethoven. Donc vous voyez, Reicha quand même a eu, on peut le penser, une influence sur beaucoup de grands compositeurs qui l'ont suivi. On passe maintenant au genre qui a fait la postérité, qui a fait le succès de son vivant aussi, des œuvres de Reicha, la musique de chambre. Et on commence par un ovni, le Quatuor scientifique de 1806. Alors déjà, Quatuor scientifique, le terme est assez original. Il n'y a pas de numéro d'opus, mais alors d'après la description que j'en ai lue, parce qu'il n'a pas été enregistré à ma connaissance, hélas. D'abord, ça commence par un pantomime. On ne comprend pas trop, mais apparemment, c'est comme ça. Puis ensuite, il y a des développements sur des thèmes de Haydn et de Mozart, puis des fugues. Et après donc 11 parties, voilà, c'est une œuvre en 12 parties, assez originale. On finit par un final à 5 temps, rythme quasi inusité à l'époque. Les autres quatuors, je vous rassure, étaient beaucoup plus traditionnels et de très bonne qualité en général. On s'arrête au trio pour 3 violoncelles de 1807, une œuvre extrêmement intéressante et vraiment caractéristique du style de Reicha. Déjà, l'idée est originale. Faire un trio pour 3 violoncelles, alors qu'en général, on va plutôt mettre 3 instruments différents, ou en tout cas, ça ne va pas être des violoncelles, même si c'est des 3 instruments identiques. C'est assez intéressant puisque l'homogénéité de timbre, de mettre 3 instruments, mais d'utiliser le violoncelle qui a une grande étendue de registres, permet de faire un travail contrapuntique très très intéressant. Parce qu'on va pouvoir faire jouer différents rôles à chacun des interprètes, qui seront parfois la basse, parfois l'accompagnement, parfois le soliste. Donc ça permet de faire un travail de structure assez intéressant. Plus, l'écriture est constamment renouvelée dans cette œuvre, et parfois on a même l'impression qu'on écoute une œuvre pour un petit orchestre à cordes. A noter que cette œuvre est extrêmement difficile à jouer, et que certainement à l'époque elle était dédiée à des très grands virtuoses. On arrive aux œuvres emblématiques, celle qui a fait les succès en France et en Europe, les 6 quintettes à vent, opus 88. Donc les instruments, il s'agit de flûte, hautbois, clarinette, cor et encore le basson. Ce n'est pas le premier à utiliser ces instruments dans une quintette, mais c'est vraiment lui qui va s'approprier, ça va devenir sa marque de fabrique. Les 6 quintettes n'ont pas été composées en même temps, d'abord 2 en 1811, puis le reste en 1817, et d'ailleurs je trouve que le premier est le plus faible des 6. Et pour le reste, il s'agit de magnifiques œuvres, extrêmement dynamiques et extrêmement colorées. Alors tout le monde n'a pas été en admiration devant ces quintettes à vent, par exemple le grand violoniste et compositeur Louis Spohr. Là je vous mets le lien, si vous connaissez mal Louis Spohr, sur ma vidéo sur les violonistes que j'ai réalisée récemment. Donc lui, il a trouvé qu'il y avait un travail harmonique très intéressant, mais il trouvait que c'était trop riche en idées, trop touffu, mais ça c'est ça, on va dire c'est sa formation très classique, où l'harmonie, la structure, l'équilibre est essentiel, et là il trouvait qu'il y avait un petit peu trop d'idées justement, et qu'il aurait fallu peut-être faire une sélection. Après le succès énorme de ces quintettes à vent, il va en composer encore d'autres pour arriver à un total de 24 quintettes à vent, et d'ailleurs il va les composer dans les 3 années qui suivent. On termine par 2 œuvres rapidement dont je vais vous parler parce qu'elles sont vraiment à connaître. D'abord c'est l'Octuor pour vent et cordes opus 96. Donc c'est composé de 4 vents et 4 cordes. Et j'avais lu dans des écrits de l'époque qu'il existait une œuvre de Reicha, un octuor, qui pouvait se jouer séparément. C'est-à-dire vous pouvez jouer l'octuor, mais vous pouvez prendre les partitions pour vent et faire un quatuor pour vent, ou les partitions pour cordes et faire un quatuor pour cordes, parce que bon, c'est du contrepoint, donc ça peut s'associer totalement et ça peut se séparer. Hein, donc vraiment le concept même du contrepoint. Donc si c'est bien cette œuvre, ça serait assez exceptionnel. Mais ça, si vous avez l'information, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Donc c'est une œuvre en 4 mouvements, tous d'excellente qualité. Et bien sûr, alors comme d'habitude, le thème glisse d'un instrument à l'autre, avec toujours un contre-champ, bien sûr, qui vient l'appuyer. Donc c'est ça, on n'est jamais sur quelque chose de statique chez Reicha, et c'est ça que j'aime beaucoup. Et la deuxième œuvre dont je vais vous parler, c'est un ensemble de 3 trios pour piano, violon et violoncelle, opus 101, voilà, pour vous dire qu'il a aussi
fait des formations un peu plus traditionnelles et qu'il a su exceller même s'il n'y a pas d'originalité particulière dans cette œuvre. C'est fini pour cette vidéo, donc on a pu voir un extrait, hein, un bout des œuvres de Reicha. J'espère que ça vous a donné envie de les écouter, c'est quand même le but. On peut alors bien sûr acheter les CD, faites-vous une idée sur YouTube, mais moi je vous conseille d'acheter des CD pour un peu aider, pour encourager tous ces interprètes qui prennent beaucoup de temps pour travailler ces œuvres souvent très complexes. Vous avez vu chez Reicha, il y a beaucoup de très belles œuvres, malgré une faiblesse dans la musique vocale. Hein, si vous êtes fan de musique vocale, je vous conseille pas Reicha. En revanche, si vous aimez Bach, si vous aimez ou la musique du 19e siècle, si vous aimez le contrepoint, vous allez vous régaler avec Reicha. Maintenant, je vous donne rendez-vous dans la 3e vidéo qui va arriver très bientôt. Cette fois-ci, on va s'intéresser à l'œuvre théorique, parce que Reicha a écrit plusieurs ouvrages, on va voir un petit peu leur importance, de quoi ils sont faits, etc. Pour être au courant de la sortie de cette vidéo, abonnez-vous, vous cliquez sur abonner, vous cliquez sur la petite clochette pour être notifié quand la vidéo va sortir. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut, c'est très important. N'hésitez pas à me dire quelles œuvres de Reicha vous préférez, si vous connaissiez Reicha par exemple. Et puis, très important, si vous appréciez la chaîne, Le Coin de l'Art, partagez les vidéos sur Facebook et Twitter. Ciao!